le titre est un peu présomptueux quand on le voit de prime abord comme ça, l'art d'être médecin, ça fait un peu... ouais, ça fait prétentieux, ouais. Mais on va voir, c'est juste quelque chose de beaucoup plus simple qu'on l'imagine, enfin simple. Simplement, comme évoqué hier dans le cadre des tables rondes, je pense que le temps est venu de s'intéresser à une approche de la médecine différente de celle qu'on connaît actuellement et qui, comment dire, à certains égards, effectivement, est un petit peu l'ombre d'elle-même depuis un certain temps. On ne va pas gloser là-dessus. Et concernant la médecine et l'art de sa pratique, le temps est notamment venu de reconnaître qu'il y a 4 choses qui sont essentielles et paradoxales que j'ai envie de développer avec vous maintenant. Ces 4 choses, c'est les suivantes, c'est des paradoxes. C'est des choses qu'il faut qu'on se place en tête pour pouvoir mieux comprendre la suite. La première chose, c'est qu'il n'existe pas une médecine, mais des médecines. Je vais développer tout ça. La seconde, c'est que la médecine est à la fois un art et une science. La troisième, c'est que la médecine n'est pas simplement une thérapie. On va essayer de se comprendre sur les termes. Alors, on pourra jouer après sur les mots parce qu'on peut donner des sens différents, mais au moins comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Et que les médecines sont multiples, mais que l'art d'être médecin ou thérapeute est unique. Ça va être 4 choses assez importantes. Maintenant, ça pour l'instant, c'est simplement des assertions. On va essayer de les étayer un petit peu pour voir à la fin si on est d'accord dessus, bien sûr. Donc je vais commencer par la première, c'est-à-dire il n'existe pas une médecine, mais des médecines. C'est avant tout une réalité historique. Certaines médecines existent depuis des millénaires. Et elles sont toujours actives depuis des millénaires. On appelle ça aussi, c'est un autre terme, les ethnomédecines, des médecines liées à d'autres ethnies. Il y a bien sûr la médecine chinoise, il y a la médecine ayurvédique de l'Inde, la médecine védique, la médecine tibétaine. En fait, ces grands systèmes médicaux sont surtout localisés dans l'Extrême-Orient, dans l'Orient. Elles ont elles-mêmes donné naissance à de nombreuses variantes, toujours vivaces, comme la médecine vietnamienne, la médecine japonaise, etc. Mais on est essentiellement localisé, effectivement, du côté de l'Asie. Et puis après, il y a d'autres systèmes médicaux qui sont, disons, historiquement un peu moins structurés, qui reposent davantage sur une transmission orale, où il n'y a pas forcément la transmission écrite. Et donc avec l'appui du savoir empirique. Mais la transmission orale, c'est très important. Pendant des siècles, ça s'est transmis oralement, puis un jour il y a eu l'Iliade et l'Odyssée, ou un jour il y a eu le Mahabharata. Mais la tradition orale a précédé la tradition écrite. Elles sont, ces médecines, qui sont plus des médecines autochtones, on va dire, sont donc parfaitement adaptées aux conditions de vie locales des peuples. Elles sont peut-être un peu moins transposables culturellement, ou même par rapport aux pathologies qu'elles traitent. Mais ces médecines autochtones, on a la médecine africaine, la médecine amérindienne, la médecine aborigène, la médecine chamanique, la médecine druidique, pour ce qu'il en reste, en Bretagne, on arrive de Bretagne. Donc l'ensemble, en tout cas, de ce qu'on va appeler au sens large de toutes ces ethnomédecines, assure aujourd'hui les soins de santé primaire de plus de la moitié de la population mondiale. Donc on ne peut pas, je dirais que ce soit en termes de temps, de géographie, de nombre de personnes traitées au fil des siècles, on peut se demander, quand on entend parler de médecine complémentaire, de médecine alternative, de médecine parallèle, qui est parallèle à qui ? Au regard de l'histoire, en tout cas, enfin, voilà, quand on a le passé de toutes ces médecines en tête, je veux dire, quand on regarde même, on parle aujourd'hui de la médecine de Pasteur, mis à part le fait que Pasteur n'était pas médecin en plus, mais je veux dire que ça date de quand ? Donc, vous voyez, et celle d'Hippocrate a été un peu oubliée, on reviendra là-dessus, mais il faut garder quand même
un petit sens historique à partir de ce qu'on parle. Parce que souvent, on a tendance à balayer ce qui existait avant pour se poser devant. C'est l'art de la science occidentale de détruire les théories antérieures. C'est assez guerrier, hein, on va voir, pour placer sa propre théorie. Alors que souvent, dans les médecines traditionnelles anciennes, on prend appui sur ce qui existe déjà. Le soleil se lève toujours du même côté, les lois n'ont pas changé, mais en plus, on a découvert ça. Donc on s'appuie sur ce qui est ancien et on crée du nouveau sur de l'ancien sans détruire l'ancien, parce que l'ancien, c'est précieux. Donc ça, c'est très différent. Et donc, alors bien sûr, il existe aussi dans les pays de culture occidentale un certain nombre de théories, de méthodes thérapeutiques annexes à la médecine, à une médecine ou à des médecines, mais qui sont nées pour la plupart au cours du siècle dernier. Il y a l'homéopathie, il y a l'ostéopathie, il y a la médecine anthroposophique, etc., qui sont toutes respectables, intéressantes, mais qui, quelque part, sont associées donc à la socioculture occidentale. Donc, après, on ne sait pas si on peut qualifier toutes ces méthodes de médecine, on va voir, parce que la plupart d'entre elles reposent, malgré tout, sur une approche existante, qui emprunte une partie de leur théorie, soit à la biomédecine occidentale, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même besoin des laboratoires, des analyses, des choses pour étayer notre théorie. La théorie est nouvelle, mais en fait, on est quand même en appui sur la médecine occidentale. Hein. Soit elles empruntent une partie de leur théorie aux médecines énergétiques anciennes. Mais, alors, bien sûr, on peut toujours dire que le Bouddha pratiquait le mindfulness sans le savoir. C'est un peu osé. D'accord ? Ou que l'électroponcture ne fait pas historiquement partie de la médecine chinoise, ce qui est vrai, puisque l'électricité n'existait pas à l'époque, où l'acupuncture, on a utilisé l'acupuncture pour traiter les courants qui parcourent l'être humain et qui font circuler tous les liquides du corps, dont le sang. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'une étude un peu sérieuse des médecines anciennes nous apprendrait que notre siècle n'a pas apporté tant de choses que cela. Et puis il y a la médecine occidentale, qui est effectivement, on pourrait presque la qualifier d'une ethnomédecine parmi d'autres, sauf que la médecine traditionnelle de l'Occident était celle d'Hippocrate. Donc, peu importe si on l'appelle ethnomédecine ou pas, ça dépend comment on interprète le terme. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, cette médecine occidentale est en révolution permanente. Comme je vous disais, chaque nouvelle théorie a tendance à chasser les autres. Et il y a un esprit guerrier dans cette médecine. En fait, cette médecine s'est forgée sur les champs de bataille. Et c'est grâce d'ailleurs à toutes les blessures qu'il fallait penser, etc. Elle peut s'enorgueillir du coup de flirter en permanence avec la mort. Elle a des capacités, elle a une puissance inégalée par rapport à ça. Ça lui donne une aura particulière, cette médecine. Ces fleurons, c'est quoi? C'est la chirurgie, c'est la morphine, c'est des médicaments puissants. Enfin, on n'a rien en médecine chinoise pour donner la personne, pouf, elle dort. Non, on ne peut pas. On va traiter l'insomnie, mais on n'est pas capable de faire dormir de force. On ne peut pas forcer les organismes comme ça parce que c'est juste pas l'objet de ces médecines-là. Par contre, cette médecine-là a une capacité comme ça de prise en main de la personne, de la brancher sur des tuyaux et de la faire vivre de force, par exemple. Donc on peut faire vivre ou mourir les gens, on a un pouvoir qui est inégalé par rapport à ça. Donc, regardez la chimiothérapie, vous voyez, c'est des traitements puissants, c'est des traitements violents, c'est des traitements d'attaque, c'est des traitements de guerre. Nous sommes en guerre, va dire l'autre. Donc, la logique thérapeutique est toujours guerrière. Ça a été évoqué hier, je crois, Eric en a parlé. Antibiotiques, anti-hypertenseurs, antidépresseurs, antalgiques, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-ceci, anti-cela. D'accord ? C'est toujours, c'est jamais pro, enfin c'est rarement pro quelque chose. D'accord ? C'est toujours, l'autre fois on est passé devant Pfizer, le labo à Paris. Il y avait un grand slogan à l'entrée des portes, là, la maladie ne se repose jamais, nous non plus. Un truc comme ça. Calme-toi, vous voyez, voilà, c'est toujours cette idée de, voilà, c'est l'Ukraine, c'est le Covid, voilà, il y a cette logique de guerre permanente.
Mais qui dit esprit guerrier aussi dit esprit conquérant. Quand on se bat, c'est pour gagner, c'est pour vaincre. Hein. C'est pas pour partager en général. Alors c'est peut-être pour ça que la médecine occidentale, qui est assise sur cette toute-puissance, au regard des pathologies les plus lourdes qu'elle prend en charge, regarde parfois avec un certain dédain les médecines anciennes, aux méthodes plus modestes, aux résultats moins spectaculaires. Et elle trouve normal parfois de les traiter en médecine subalterne, hein, complémentaire. Et il y a un petit côté un petit peu... Voilà. Mais encore une fois, le premier chapitre du Ne Ching So Wen, d'un vieux livre de médecine, dit voilà, se soigner quand on est malade, c'est comme se mettre à creuser un puits quand on sent qu'on a soif. Peut-être un peu tard. Donc il ne faut pas avoir trop de dédain pour les médecines qui empêchent de tomber malade. C'était une médecine impériale, il ne fallait pas que l'empereur tombe malade. Donc on peut s'enorgueillir. Je me rappelle dans une conférence, un médecin m'a interpellé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour un cancer stade terminal ?» J'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que tu fais avant ?» hein donc, travaillons ensemble. Vous voyez ? Donc, c'est une grave erreur de traiter les médecines traditionnelles, les ethnomédecines au sens le plus large, de médecine subalterne. Parce que la vraie médecine consiste en l'art de rendre la paix et la liberté au corps et aux esprits. Pas à faire une guerre paranoïaque incessante à toutes les maladies présentes, passées, futures, parce qu'en plus, on imagine toutes les maladies qui peuvent arriver et on vaccine contre tout, vous voyez, voilà, on est dans en plus, on est dans des guerres préventives et on appelle ça de la prévention, quoi. Ça se discute, mais c'est un autre débat, je ne vais pas partir là-dedans. Tout ceci simplement pour dire qu'en effet, il y a bien des médecines, et pas une seule. Et chacune a son angle d'approche, sa manière propre de comprendre, de traiter les maladies. Peut-être que certaines méritent à peine le vocable de médecine, d'autres ont apparemment oublié le primum non nocere, le premièrement ne pas nuire, cher à Hippocrate, mais toutes ont normalement vocation au mieux-être des individus. Et à ce titre, elles devraient collaborer ensemble. Et je pense que c'est un peu l'esprit dans lequel s'est formée cette initiative noble que vous avez, hein, de médecine collaborative, intégrative. Après, on peut jouer sur les mots par rapport au sens qu'on a l'habitude de leur donner, mais cette préoccupation est importante de collaborer ensemble parce que tout ça, ça concourt au bien-être, au mieux-être des individus, que la pathologie soit légère ou grave, qu'elle ne soit pas encore là ou qu'elle soit déjà installée. Voilà, c'est de l'entretien. Il n'y a pas que les réparations dans la vie. Il y a l'entretien, hein, il y a les révisions. Et mieux un système est révisé, moins on doit faire des réparations lourdes. Donc, c'est important. Autre assertion, deuxième assertion, qui nous amène quand même au titre et au sujet qui nous intéresse, la médecine est à la fois un art et une science. Alors, ça va être long aussi, ce serait long de prouver par le détail cette double assertion, mais pour faire simple, on peut rappeler déjà l'étymologie des mots. Parce que l'histoire, il y a aussi l'étymologie dans l'histoire. Vous voyez, l'histoire des mots. Hein ? Art et science. Parce que dans l'histoire, ils ont souvent été utilisés l'un pour l'autre, en fait. Le mot science, lui, il est issu de scientia en latin, c'est du XIe siècle, qui est originellement synonyme de connaissance, de savoir, ainsi que du savoir-faire que donne cette connaissance. Comme je sais, ça me permet de savoir faire quelque chose. Et à partir du XVIIIe, donc c'est déjà beaucoup plus récent, la science désigne à ce moment-là une connaissance qui est exacte. Une connaissance donc censée être universelle, vérifiable, reproductible, ce n'était pas encore le cas, mais en tout cas exprimée par des lois. Donc, une connaissance exacte, universelle, vérifiable, exprimée par des lois. Ben, je ne sais pas si toutes les médecines peuvent prétendre à cette définition, mais en tout cas, en ce qui concerne la médecine chinoise, ça colle. En ce qui concerne la médecine chinoise, elle repose sur une théorie millénaire, dont les lois sont totalement compatibles
avec les découvertes les plus récentes de la physique d'aujourd'hui, dont la physique quantique. Donc cette définition reste parfaitement valable. Donc oui, une médecine, théoriquement, doit être une connaissance exacte, universelle, vérifiable, exprimable, exprimée par des lois. Mais ce qui reste encore à comprendre, c'est que de même qu'il existe plusieurs médecines, il existe plusieurs sciences. Il y a des sciences humaines, il y a les sciences dites exactes, et donc toutes ces sciences ne reposent pas sur les mêmes postulats épistémologiques. Elles n'ont pas les mêmes approches. Par exemple, le double aveugle contre placebo, voyez, c'est-à-dire qu'on va donner un traitement identique à plein de gens dont certains ne savent pas, enfin aucun ne sait, mais enfin vous connaissez le principe du double aveugle contre placebo, je présume. Mais je veux dire, ça peut être intéressant dans un certain contexte scientifique, mais par exemple pour la médecine chinoise, ça ne marche pas, puisque en médecine chinoise, on adapte le traitement au patient, et non pas le patient au traitement. Donc on ne donne jamais la même chose aux gens. Donc à la fin, les études statistiques montrent que ça marche, mais si on veut donner 1000 fois la même formule traditionnelle à 1000 personnes atteintes de la même pathologie, on va dire bon, elle n'est pas très efficace cette formule. Ben forcément, c'est des cotes mal taillées. Si je dis la même chose à tout le monde, et si ensuite on prend les gens un par un et qu'on leur parle en sachant qui ils sont et comment il faut leur parler, ça ne leur parle pas pareil. Donc c'est une médecine qualitative, ce n'est pas une médecine de masse. Donc le double aveugle contre placebo, c'est une logique industrielle. Donc l'industrie, c'est pas la seule science qui existe, quoi. Vous voyez, donc la biologie moléculaire, par exemple, ne vous offre pas la même vision du monde que la physique quantique. Alors, on pourrait parler longtemps encore de ces différences, mais je pense que d'autres vont s'en charger. Ondes, corpuscules et compagnie, mais pourtant toutes deux sont bien des sciences. Donc il y a des débats infinis entre scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux parce qu'ils ne voient pas les mêmes choses en fait. Donc il est important de savoir sur quelle science repose la médecine que l'on pratique. Parce qu'on nous oppose par exemple en médecine chinoise que ce n'est pas scientifique, mais c'est des gens qui font de la biologie moléculaire qui nous disent que la médecine chinoise qui repose sur de la physique quantique n'est pas scientifique. Donc c'est stupide. Donc vous ne pouvez pas dire du bon poisson que c'est un mauvais gâteau. C'est un proverbe soufi. Donc on est dans cette logique-là. Donc j'invite en tout cas ceux qui voudraient avoir un peu plus de compréhension, là on n'a pas le temps d'expliquer ça, de le prouver si vous voulez, mais le lien entre par exemple la médecine chinoise et la physique, entre la philosophie taoïste ancienne, la science médicale chinoise. Avec Delphine, on a fait une petite série, il y a 5-6 capsules de 10-20 minutes, vous pourrez saisir sur Internet, ça s'appelle I Ching et Big Bang Theory. I Ching, c'est le Yi King, vous savez, c'est le livre, c'est 5000 ans. C'est les bases de la formation du yin et du yang. C'est une sorte de livre de la Genèse avec formation de l'espace, du temps, enfin, vous verrez ça. Mais donc, le I Ching, ça s'écrit Y-I-J-I-N-G, et Big Bang Theory, théorie quand même en français. C'est pas la série rigolote, mais il y a un jeu de mots quand même. Et donc, vous arriverez à la première d'une série de 6 vidéos, si ça vous intéresse, qui effectivement expose les origines de la théorie du yin-yang et qui fait un parallèle avec, en fait, la formation du vivant. Venons-en à la partie art. La médecine est-elle un art? Si je dis non, je vais m'en prendre une de toute façon. Non. Si l'on se réfère toujours à l'étymologie ancienne, l'art, du latin artis, ars, désigne une façon d'être. C'est intéressant. L'art d'être médecin, façon d'être. Et il a, comme la science, aussi le sens de connaissance. Il a aussi le sens de méthode, de discipline. Maîtriser un art, c'est pas facile. De moyens pour parvenir à un effet. Avoir l'art de faire quelque chose. Donc le mot désigne une technique
allié à une connaissance. Le médecin, dans les temps anciens, était appelé l'homme de l'art. On est obligé de faire appel à l'homme de l'art. On le dit parfois de manière figurée aussi pour le garagiste ou le plombier. Hein. On fait appel à l'homme de l'art, celui qui connaît et celui qui sait faire. Le mot technique lui-même, qui vient du grec techné, se traduit souvent par art ou métier. Arts et métiers, vous savez. Hein. Ça désigne ce qui, dans le domaine de l'art, correspond au savoir-faire, la technique. Donc, je passerai, parce que si vous allez dans le dictionnaire historique de la langue française, vous pouvez y passer du temps sur l'histoire de ces mots-là. Hein. Sur les multiples scissions, les multiples définitions, les multiples incompréhensions que ça a donné. Hein, en fait, ça vit, les mots, ça change, qui ont habillé ce mot art au fil de l'histoire. Mais il y a un point commun qui demeure, c'est que ça conserve toujours ce sens de technique artisanale maîtrisée. Qu'il s'agisse de musique, de peinture, de photographie, de médecine, voilà, il y a le cinéma, enfin il y a je ne sais plus combien d'arts, hein, technique artisanale maîtrisée. Et la meilleure preuve que la médecine est un art, évidemment, c'est que certaines formes d'art font office de thérapie, d'outils thérapeutiques. Donc effectivement, l'art-thérapie a de lointains ancêtres, de nombreux ancêtres. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'art-thérapie, que personnellement je vous avoue ne pas bien connaître, mais que je trouve très important d'avoir ressorti des vieux cartons justement, mais il y a des lointains ancêtres. Parce qu'il y a les musicothérapies asiatiques, il y a... à 3000 ans de ça, on parlait déjà des 12 tubes sonores, enfin il y a les traitements par les sons en médecine chinoise, ancien. C'était une gamme pentatonique, hein, c'est 5 notes parce que ça vibre au rythme des 5 organes vitaux. Les bols tibétains, ça c'est la partie musique. Hein. Vous avez aussi les calligraphies, les tatouages qu'on faisait, je parle par exemple aussi pour la médecine chinoise, on pouvait dessiner des talismans sur le dos, sur le corps des patients pour traiter les maladies, c'est les ancêtres de tatouages. Hein. Des tatouages thérapeutiques, il y a les peintures sur sable de nos amis Navarro, les statuettes africaines ont des fonctions thérapeutiques, enfin, pas que. Les boucliers de protection amérindiens, c'est pas des protections, quand vous voyez les boucliers, ça marche pas contre les Winchester, hein. Mais c'est des protections magiques, etc. Donc en fait, par le biais notamment des sons, des images, des couleurs, etc., il y a de la thérapie depuis longtemps qui est utilisée. Et comme M. Jourdain, vous savez, faisait de la prose sans le savoir, bah peut-être on fait parfois aussi de l'art-thérapie sans le savoir. Quand vous écoutez une symphonie en si bémol mineur, bah vous avez une dominante harmonique dans la symphonie qui va vous mettre dans un certain état qui ne sera pas le même que si vous écoutez une autre musique. Donc en fait, la note principale qui guide un morceau, une pièce, ou la couleur principale qui va guider un tableau, bah ça va avoir un effet parce que c'est des vibrations tout ça. Donc on est là encore dans le domaine vibratoire. Le tout, par contre, est de choisir une musique thérapeutique, ou une peinture thérapeutique, c'est-à-dire équilibrante, et non identique à notre déséquilibre. Ça, c'est le problème des automédications. Ouais. Parce que quand vous êtes triste, bah, vous n'écoutez pas Bobby Lapointe, quoi. Hein? Quand vous êtes triste, vous écoutez de la musique triste. Puis quand vous êtes gai, vous avez envie de pogoter, quoi. Normal. Sauf que normalement, si vous êtes triste, il faudrait qu'on vous mette des trucs rigolos. Mais c'est pas vous qui aurez l'idée de le faire. C'est le thérapeute. On traite le yin par le yang et le yang par le yin. C'est allopathique, c'est pas Dans ce cas-là, en tout cas. Vous voyez ? Quand
quand vous êtes triste, vous achetez des tableaux noirs, quoi. Hein. Et puis quand vous êtes gai, vous mettez des chemises avec des fleurs. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On a observé ça dans l'alimentation. En médecine chinoise, c'est rigolo. Vous mettez un buffet avec tout ce que vous voulez à manger. Vous allez avoir les gros rougeaux, vous savez, ceux qui sont dans le syndrome qu'a décrit Eric hier, qui vont se jeter sur le pinard et la viande et tout ça. Et puis vous avez les gens palos et frileux qui vont aller vers la salade et les fruits. Hein, ils devraient inverser, mais ils n'auront pas le réflexe. Alors ça, c'est le rôle un petit peu ingrat du médecin, de toujours inciter le patient à faire le contraire. Hein. Il y avait des restaurants comme ça dans les temps anciens aussi en Chine, où en fonction de votre typologie, c'est eux qui choisissaient le menu. Donc rendre quand même agréable quelque chose qui n'est pas votre habitude, parce que ça vous équilibre malgré tout. Fouetter les derniers moutons, comme disait Chuang Tzu. Pas faire ceux qui avancent tout seuls devant le troupeau, c'est pas la peine de s'en occuper, mais il faut être derrière et fouetter ceux qui traînent pour que tout le troupeau avance bien. Ouais. C'est notre rôle, ça, parfois, de fouetter les derniers moutons, mais gentiment. Ça dépend comment on dresse les animaux. Donc, ne pas confondre le penchant et l'instinct. Hein, voilà, c'est important. Un penchant, c'est un déséquilibre. Donc on tombe du côté où on penche, forcément. Donc des fois on se dit, ah, je sens que ça c'est bon pour moi. Ouais, mais si tu es malade, méfie-toi de ce que tu sens. C'est tout l'intérêt de celui qui est à l'extérieur, qui peut peut-être aider la personne à se rééquilibrer. Hein, on voit aussi des personnes comme ça obèses qui vous demandent qu'est-ce que je peux manger en plus pour maigrir. Hein, et puis des personnes anorexiques qui disent, oh bah tiens, je vais faire un jeûne parce qu'il faut que je me nettoie. Voilà. Et donc c'est pas facile parce qu'il faut en douceur recadrer les choses souvent. Alors oui, la médecine est également un art et le médecin se doit d'être, sinon un artiste, du moins un artisan. Hein, quelqu'un qui, au-delà du savoir qu'il a, doit faire preuve d'une certaine forme d'habileté pour réaliser son œuvre. Parce que dans artiste, il y a parfois, vous savez, il faut comprendre l'artiste, quoi, l'expression de l'artiste. Mais là, ça devient égotique, et le patient, il n'est pas là pour que le praticien se fasse mousser. D'accord ? Donc Salvatore Dali, il est très bien, mais je veux dire, en tant que thérapeute, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut quand même, ça s'appelle le Hun, en chinois c'est l'âme, quand on a un esprit artiste, il faut quand même garder, on peut avoir un cerf-volant, mais il faut garder les pieds au sol, quoi, parce que sinon, ça ne va pas servir. Donc, ce n'est pas le tout d'être dans l'expression, il faut être dans qu'est-ce qui est utile à la personne. Donc le côté artisan est plus humble, si je puis dire, comme terme, avec le mot art dedans, en disant, voilà, j'applique humblement une technique pour aider la personne. Mon côté artistique, je me le réserve à moi-même, mais ce que je fais pour moi et ce que je fais pour aider les autres, des fois, c'est un petit peu différent. Et c'est pas parce que ça m'a traité moi qu'il faut que j'impose ça aux autres, parce que les autres, ils ne sont pas moi non plus. C'est que mon expérience. Et donc, dans ce cas-là, c'est une projection. Et ce n'est pas forcément une thérapie. Enfin, c'est une thérapie pour le thérapeute, mais à ce moment-là, c'est à lui de payer le patient. Vous voyez ? Ça, c'est important. Dans un ouvrage médical rédigé en 500 avant Jésus-Christ, donc le fameux Neiqing, Huangti Neiqing, dans cet ouvrage, en fait, l'être humain, c'est un ouvrage de base de médecine, est décrit par analogie avec la nature. On est le produit de la nature, de toute façon. Quand vous respirez, c'est le ciel qui rentre et qui ressort. Quand vous mangez, c'est la terre qui vous nourrit, parce que ce que vous mangez vient de la terre. Et ça vous donne vos deux rythmes qui vous maintiennent en vie. Hein, les battements du sang, le rythme respiratoire. Donc vous êtes collé au ciel et à la terre, vous n'y pouvez rien. Et puis il y a un troisième rythme, c'est les jours et les nuits. Si vous n'avez pas cette diastole-systole du cerveau, si on vous empêche de dormir, vous êtes mort. Donc il faut aussi suivre les rythmes du soleil, de la lune, du ciel, de la terre. C'est les rythmes de notre vie à nous. Hein, donc on appartient à la vie ne nous appartient pas. Ça c'est la base en médecine chinoise. Donc, analogie avec la nature dont on est issu et à laquelle on ressemble quelque part. On a des fleuves, des vallées, voilà. Et donc, on trouve ce passage, c'est un bouquin de médecine, hein, qui dit « Chaque individu constitue un paysage particulier
Et le médecin le regarde comme un peintre regarde sa toile. Le teint du visage, l'expression des émotions, les manifestations de douleur, l'aspect des poux, je parle de ceux-là, exprime la nature propre à chacun. Il constitue l'essence du paysage humain. Si l'on est en bonne santé, le paysage est beau. Si l'on est malade, la peinture est laide. C'est une image. Alors, tous les paysages ne sont pas identiques, mais il doit y avoir une harmonie dans le paysage. Vous pouvez être peintre, dessiner plein de paysages, ils ne sont jamais pareils, mais il y a toujours des critères généraux qui sont identiques. Donc, voilà ce qu'on appelle un tableau clinique en médecine chinoise. Vous voyez ? Ça nous éloigne du tableau clinique, disons, avec que des chiffres uniquement. Et voilà le défi qui s'offre aux médecins. Utiliser ces deux hémisphères cérébraux simultanément dans sa vision de l'humain. Réussir à combiner avec la même habileté, la même acuité, le regard scientifique et le regard artistique. Dans une science et un art unique, qu'on appelle la médecine. Défi, mais joli défi quand même. Vous voyez ? Mais ce n'est pas forcément que l'un ou que l'autre, parce qu'on est toujours hémiplégique dans ces histoires-là. Il arrive aussi que l'habileté, comme je vous disais, s'habille un peu d'artifice. Donc, parce que artifice, il y a art dedans, mais c'est artificiel. C'est pas parce que la médecine est un art qu'on doit la pratiquer ou l'étudier de manière artificielle. Donc, l'art véritablement maîtrisé passe toujours par un apprentissage assez long. Je vous dis ça parce qu'on vous propose quelque chose qui dure déjà. Et encore, c'est qu'un apéritif. D'accord ? Mais c'est une belle voie en même temps. Et puis, il faut bien commencer par quelque chose. Comme je vous disais, tout le monde peut tenir un pinceau, écrire un poème, mais n'est pas Mozart ou Picasso qui veut. D'accord ? Donc, il y a quand même une pratique à développer. Et c'est valable en médecine, évidemment. Chaque médecine mérite qu'on lui accorde un temps, une pratique médicale, une pratique thérapeutique, quelle qu'elle soit, demande un temps d'apprentissage. Et c'est encore plus vrai pour des médecines qui contiennent déjà en leur sein tout un ensemble de méthodes thérapeutiques. C'est-à-dire que si vous pratiquez une médecine qui en plus a plusieurs outils thérapeutiques, il va falloir apprendre à jouer plusieurs instruments. Vous aurez toujours une affinité, une préférence pour un instrument, mais vous devez parfois, pas parce que vous aimez forcément ça, mais parce que pour que ça puisse aider la personne, soit vous avez plusieurs outils, soit vous n'avez pas l'outil. Mais vous dites, va voir un tel, lui il a l'outil. Et vous savez pourquoi vous l'envoyez. Donc c'est très bien. C'est d'ailleurs le rôle du généraliste, par exemple, traditionnellement. Ça nous amène au point suivant, qui est de ne pas confondre éventuellement le sens, dans ce qu'on est en train de voir, de médecine et de thérapie. Parce qu'à ce stade de la réflexion, on se dit que le mot médecine mérite lui aussi un petit peu d'étymologie. Medicina désigne normalement l'art de guérir, en latin. On retrouve le mot art. Donc, la définition de la médecine, c'est art. Vous voyez ? Donc, c'est fait. Mais ce mot peut aussi désigner le remède, simplement la potion. Tiens, j'ai une médecine pour toi. Vous voyez, c'est un sens plus restrictif. Le moyen thérapeutique. Ah, ça, c'est une bonne médecine. Quant au médecin, donc medicus en latin, c'est celui qui donne les soins, celui qui soigne, qui prend soin. Donc si on part de cette définition première de médecine, toute personne qui soigne, qui prend soin est medicus, médecin malgré lui, si j'ose dire. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que on ne sait pas, il y a des gens qui ne sont pas étiquetés médecins mais ils soignent. Puis il y a des gens qui sont étiquetés médecins, ils ne soignent pas.
parce que qu'est-ce qui est thérapeutique? C'est parfois un peu mystérieux, enfin on peut le décortiquer et on trouve souvent quelque chose, mais vous voyez, il y a des gens qui vont chercher la guérison à Lourdes, et puis il y a des gens qui se confessent chez leur médecin. Donc, où commencent, où finissent les rôles, les titres, les fonctions, hein, entre l'artiste, le prêtre, le médecin, des fois c'est compliqué, vous voyez, parce que ça va dépendre de ce que la personne en fait, que ce soit du côté du thérapeute ou du côté du patient. Donc toute personne qui dédie sa vie à soigner les autres est, au moins en théorie, un homme ou une femme médecine. Quel que soit l'outil. Si vous vous dites, tiens, j'ai envie d'aider les autres, ben, vous êtes homme médecine ou femme médecine, de base. Mais il est quand même intéressant, je vous disais, de revenir sur le double sens initial de ce mot, qui peut désigner l'art de guérir en général ou un moyen thérapeutique en particulier, une médecine. Parce que la deuxième définition rapproche alors le mot médecine du mot thérapie, qui est plus spécifique ou plus restreint. Donc pour essayer de mieux comprendre ça, on peut essayer de se représenter la médecine comme un arbre, comme le font de nombreuses traditions. Là, on a des traditions tibétaines, indiennes, chinoises. C'est-à-dire que chaque médecine, chaque système médical, en fait, chaque socioculture a développé une médecine à l'image de sa vision de la vie, de la mort, de la santé, de la maladie. Donc il y a un socle conceptuel, socioculturel, plus ou moins profond, plus ou moins ancien, sur lequel pousse cet arbre médecine dans les différents pays. Ça, c'est les théories fondamentales, si vous voulez. Par exemple, la théorie du yin-yang, des 5 mouvements, etc., en médecine chinoise, ben ça, c'est le sol, carrément, c'est les racines de la médecine. Les pitta, les théories des humeurs de la médecine ayurvédique, ça, c'est le socle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les théories, c'est ce sur quoi repose la conceptualisation, la compréhension du vivant selon cet arbre et comment le soigner. Puis ensuite, il y a le tronc. Le tronc, il passe par un certain nombre de phases pour pousser. Vous voyez, de l'anatomie. C'est comment est constitué un être humain, un corps humain. Alors, l'anatomie, c'est que la partie matérielle. Il y a la physiologie aussi, je ne sais pas si elle est dessus, si, juste après. Physiologie, c'est comment tourne le moteur. Et comme on l'a fait remarquer hier, disséquer un cadavre en fac de médecine ne vous permet pas de comprendre le vivant. Il y a quelque chose qui manque. Il y a plusieurs choses qui manquent. Donc, comment ça tourne? Comment ça fonctionne ensemble? Les organes. Vous voyez, étudier des organes séparément, si vous faites pipi quand vous éternuez, c'est qu'il y a quand même des liens fonctionnels qu'il faut comprendre un minimum, quoi. À Pékin, il y avait un monsieur qui avait un bloc urinaire, il était coincé, donc ils voulaient le sonder, puis ils envisageaient de retirer la vessie, laisser une poche, parce qu'ils disaient ça ne marche plus. Et puis le type respirait très mal, et ils l'ont montré à un vieux médecin de médecine traditionnelle, il a pris un bout de papier, il a chatouillé le nez, le type a éternué, il a pissé 2 litres. Alors qu'il s'apprêtait à vraiment intervenir, et il disait oui, c'est comme un pot de yaourt, c'était bloqué en haut, ça ne pouvait pas descendre en bas. Vous voyez, la vision qu'il avait était complètement différente. Il comprenait les liens qu'il y avait entre les fonctions physiologiques. Et pourquoi est-ce qu'on fume quand on est stressé, tout ça, c'est facile à comprendre quand on sait ce que fait le tabac sur le poumon, est-ce que fait le poumon sur le foie, est-ce que fait le foie sur les émotions. Enfin, voilà, si on décortique les choses, en fait, on peut comprendre un certain nombre de mécanismes, et tout ça, c'est de la physiologie. Après, c'est de la physiopathologie. Entre les deux, il y a l'étiologie, c'est-à-dire comprendre les causes de maladies. Ça, c'est important. Les causes étiologiques, c'est-à-dire les causes premières. Il y en a 9 en médecine chinoise. 6-7 épirégies excellent les papouafacs. Les 6 climats, les 7 émotions, les épidémies, le régime, l'alimentation, les excès, les surmenages, intellectuels, sexuels, physiques, etc. Les traumatismes, les intoxications, les poisons, l'hérédité, etc. Enfin, en fait, les états psycho-affectifs, les émotions, tout ça, c'est égal, tout est possible. Donc, c'est pas pareil, il ne faut pas avoir d'idée non plus préconçue.
de même que des fois, si on a un seul outil thérapeutique, on est limité, mais si on n'envisage qu'une seule cause à toutes les maladies, ça ne va pas non plus. Alors si ça tombe juste, ah ben on va sortir ce patient-là en disant, voyez, oui d'accord, mais les autres. Ce qu'il faut, c'est que chaque patient qu'on voit, on n'ait pas d'idée préconçue et qu'on puisse l'aider le mieux possible. Parce qu'il y a des gens, la cause est émotionnelle, il y a des gens, la cause est alimentaire, il y a des gens, c'est juste du surmenage. Vous faites un baby blues après la naissance, c'est pas la peine de faire une psychothérapie. Vous n'avez pas assez d'énergie pour avoir le moral, donc vous faites une dépression, enfin, ça va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment déterminer les bonnes causes et pas avoir une idée préconçue de les causes, sous prétexte que nous on a une cause par exemple qui nous a rendu malade, il ne faut pas la chercher chez tous les autres non plus. Ou comme on disait hier, je sais pas, vous avez mal quelque part, vous avez fait un faux mouvement ou quelque chose, puis vous avez une personne qui dit, ah oui, alors ton épaule gauche, donc tu as un problème peut-être avec ta mère ou je sais pas quoi, vous ressortez avec 2 problèmes. Vous avez toujours mal à l'épaule et en plus vous dites, il faut que je solutionne un truc avec... Peut-être, mais peut-être pas. Il ne faut pas mettre ça en premier. Il faut chercher et puis c'est le patient qui va vous amener sur ce qu'il est. Ce n'est pas à vous de le guider vers ce que vous voulez. Hein? Ça, c'est souvent une erreur. Donc, voilà, comment est fait l'organisme, comment il fonctionne, quelles sont toutes les choses qui peuvent le détraquer, cet organisme, sur le plan physique, sur le plan psychique. Puis les deux interagissent. Après, il y a l'examen. Comment objectiver ce qui ne va pas? Donc, par exemple, en médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle les 4 temps de l'examen. On observe, on palpe, on interroge, on écoute, on sent, etc. Donc, en fait, c'est sensoriel. Ça a été évoqué hier aussi. Hein? Parce que c'est une médecine qui a 3000 ans. Il n'y avait pas l'électricité. Donc, le Doppler, le scanner, ils sont là, quoi. Il faut juste apprendre à lire les gens. Mais ce n'est pas très compliqué. Si on se regarde là mutuellement, vous voyez bien, les teints ne sont pas les mêmes. Si vous tirez la langue, vous allez voir le feu d'artifice. Et c'est pareil dans l'art. Je veux dire, quand vous pratiquez, vous notez toutes les nuances. Au départ, c'est du bruit, après ça devient de la musique. Donc, c'est juste des pratiques. Mais effectivement, les temps de l'examen sont importants parce que si vous passez à côté, forcément, vous ne pourrez pas réfléchir à ce qui se passe. C'est une enquête policière après. Si on n'a pas repéré les indices, on ne trouvera jamais l'assassin. Donc il faut être attentif aux patients. Il y a une présence, ça a été évoqué hier aussi. Hein? Il faut être capable de faire le vide à l'intérieur pour écouter les autres. C'est pour ça qu'il y a de la méditation dans les pratiques, dans les études traditionnelles, dans les médecines en général. Parce que souvent, c'est nous qu'on entend. Hein? La pathologie, l'étude des maladies, diagnostics. Alors, les diagnostics, chaque médecine pose les diagnostics de sa façon, à elle. Et puis après, il y a les traitements, les interventions thérapeutiques. D'accord? Mais voyez, tout ça pour vous dire que le tronc, c'est quand même, ça met du temps à pousser, un tronc. Ça ne pousse pas d'un coup. Hein? Enfin, ça dépend, si c'est un bambou peut-être, mais c'est pas très épais. Mais sinon, un tronc, ça met du temps à pousser. Puis après, il y a les branches thérapeutiques. Vous voyez, on parle de branches thérapeutiques. Mais il faut un arbre. C'est-à-dire que normalement, il faut comprendre avant d'agir. Donc on doit apprendre, comprendre, et ensuite on agit. On applique. Ça n'empêche pas d'agir déjà rapidement, mais il faut toujours le faire dans l'idée de comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est important. Bon, on a vérifié ça, par exemple, en Afrique, pour former des tradis praticiens avec des rudiments d'acupuncture, parce que c'est des outils simples à mettre en œuvre pour soigner, avec peu de moyens technologiques. On se balade avec une trousse, on peut soigner plein de choses, donc c'était intéressant pour eux. Mais eux, par exemple, la théorie, ça les saoule, ça ne les intéresse pas du tout. Donc on leur a mis tout de suite les aiguilles dans les mains, on a montré les résultats, on les a appris à piquer, ils ont vu que ça marchait, après ils ont dit comment ça marche, et après on leur a expliqué, parce qu'ils avaient envie de comprendre ce qui se passait. Mais vous savez, il y a des gens comme ça, ils achètent un appareil, ils lisent tout le livre avant d'allumer des fois que ça explose. Et il y en a d'autres, ils tripotent tous les boutons, puis quand ils ne comprennent pas, ils regardent sur le livre. Ça dépend si vous êtes plus expérimental ou plus conceptuel. Donc il faut aussi, dans un enseignement, garder ces possibilités de gens différents dans leur façon d'apprendre. Hein? Donc, évidemment, chaque pays a développé un arbre, je vous dis, différent, mais ça fait une forêt, ça se ressemble.
c'est quand même, ils sont structurés un peu à l'identique, ça reste des médecines. Hein. Après, les branches thérapeutiques, là encore, chaque arbre a ses propres branches, son propre système thérapeutique. Par exemple, il y a 4 grandes branches dans la médecine chinoise qui sont vraiment des grosses branches. Hein. Intervention externe, c'est-à-dire vous pouvez soigner depuis le dehors. Il y a plein de techniques qui permettent d'aider quelqu'un depuis sa surface. Ça peut être du massage, ça peut être des aiguilles, ça peut être de la chirurgie. Bon, on n'a pas besoin, nous, d'étudier ça parce qu'ici, on a ce qu'il faut. Mais ça peut être des emplâtres, ça peut être des mobilisations, manipulations, des remises en place. Ça peut être simplement... Ah non, là, on touche quand même. Si on ne touche pas, c'est encore autre chose, on va voir après. Donc, il y a plein de méthodes, elles sont marquées là, hein, de toute façon. Donc tout ça, c'est classé dans l'intervention externe. Ce qui nous rappelle au passage que, par exemple, l'acupuncture, que certains associent directement à la médecine chinoise, c'est qu'une sous-branche de la médecine chinoise. Ouais. Alors, il y a tout est très intéressant. Avec chacune de ces techniques, un tant soit peu maîtrisée, offre beaucoup de possibilités. On ne peut pas tout faire. Mais je vous dis, il y a le tronc qui fait dire, bon, par exemple, vous avez besoin d'un bon massage. Moi, en plus, vous êtes 2 fois plus costaud que moi, je ne vais pas avoir aller voir un tel, lui, il va faire ce qu'il faut. Vous voyez. Mais vous savez de quoi chacun a besoin. Après, c'est vous qui voyez les outils avec lesquels vous avez une affinité. Les interventions internes, ça, c'est soigné par le dedans. Donc là, on fait absorber quelque chose. Évidemment, les 2 grands domaines de ça, c'est à travers la nourriture, donc un choix sélectif d'alimentation à visée thérapeutique. Une partie de la pharmacopée chinoise se trouve en cuisine, hein, clairement, et chez nous c'est pareil. Et comment dire, mais c'est pas les mêmes cuissons, les mêmes doses, les mêmes mélanges, enfin après ça devient une alchimie, c'est encore autre chose. Et puis la pharmacopée avec des choses qu'on ne mettrait pas dans une assiette à manger, mais dont on voit boire le jus, et des fois il y a des choses bizarres, mais là on est vraiment dans le médicament, et 80% de la pharmacie moderne vient de toute façon du monde végétal ou minéral, enfin voilà. Donc ça c'est évidemment un gros pan de beaucoup de médecine. Hein. Ensuite, il y a des fois... il faut s'adresser au conducteur. Il y a la machine, mais des fois, ça ne sert à rien de s'énerver sur le fonctionnement du corps si on ne parle pas à l'esprit qui est dedans. Donc, les interventions sur le psychisme, alors on pourrait appeler ça psychothérapie, mais ce serait un terme un petit peu étroit. Ça peut être du simple conseil de santé, c'est-à-dire on s'adresse à la personne, évitez de faire ceci, faites ça, voilà pourquoi vous avez ça, donc je serai vous... Enfin, voilà, on explique quoi. Après, font ce qu'ils veulent. Hein. Ah, il y a un truc que vous pouvez noter, c'est Lao Tzu. Produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre. Ou agir sans rien attendre, guider sans contraindre, je ne sais plus dans quel ordre. Voilà. Il dit, voilà la vertu primordiale. Produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre. Si vous soignez les gens dans cet esprit-là, vous serez juste. Les différentes formes, si on peut dire, d'intervention sur le psychisme, ça peut être du conseil, je disais, mais ça peut être donc personnalisé. Mais on trouve dans cette branche ce qu'on retrouve chez nous dans le domaine de l'hypnose, dans le domaine de la thérapie comportementale, des thérapies brèves, de l'analyse, de l'écoute. Enfin, chez nous, des fois, c'est des chapelles. Mais en fait, là encore, on ne sait pas encore de quoi le patient a besoin. Mais il y a aussi des méthodes un peu rigolotes, comme écrire un poème au patient. Et là, on rejoint encore l'art-thérapie quelque part. Ou par exemple, en hypnose, on va mettre des mots on va faire une croix avec un pendule, on va dire, enfin un pendule ou un machin, enfin une bague au bout d'un bout de ficelle, peu importe. Et il va suivre des yeux, ou elle va suivre des yeux avec la respiration jusqu'à ce que le pendule suive. Et elle va se répéter les mots. C'est une sorte comment on appelle ça, d'auto-hypnose, ouais. Les mots que nous, on aura choisis pour mettre une graine à l'intérieur du subconscient pour corriger quelque chose qui ne va pas. Parce que des fois, la personne est consciente, mais elle ne peut pas s'empêcher de... là, ça veut dire qu'il faut aller dans une couche plus profonde, etc. Mais il y a toujours un diagnostic avant le choix de la méthode thérapeutique. On ne va pas faire de l'hypnose à quelqu'un qu'on n'a pas besoin.
vous pouvez profiter en plus d'une séance d'acupuncture où la personne est là avec ses aiguilles, elle est détendue, elle est en hypnothérapie sans transe apparente, et vous lui racontez une histoire. C'est des métaphores, vous savez. Bon, bah, les histoires chinoises, il y en a plein aussi, mais il n'y a pas que les chinoises, on raconte ce qu'on veut, puis ça peut être notre expérience de vie aussi. Mais des fois, on peut les inventer parce qu'on sait que la personne a besoin de ça, mais parce que du coup, on contourne les résistances psychologiques, et la personne peut s'identifier à la morale de l'histoire. Enfin voilà, on peut lui raconter les fables de La Fontaine si on veut, peu importe. Mais il faut que ce soit adapté au problème. Ce qui suppose d'ailleurs, quand on raconte des histoires, où le docteur Léong disait qu'il est important de connaître un certain nombre de citations. Et là encore, il n'y a pas que les proverbes chinois, enfin je veux dire, des proverbes, il y en a partout, parce que les citations, ça véhicule en fait des sagesses vieilles comme le monde, et ça... Il y a des gens comme ça, vous leur dites un truc, vous leur écrivez un petit mot, ils le gardent, 3 ans après, ils sortent de leur portefeuille, ils disent, voyez, j'ai toujours avec moi, ça agit, c'est comme une pile. Mais il faut avoir choisi les bons, sinon ils vont le jeter en disant, il est con lui. Donc il faut que ce soit les bons mots. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger évidemment le pouvoir de l'esprit. Des fois c'est parce que c'est lui qui ne va pas bien, puis des fois c'est lui qui rend le corps malade, des fois c'est le corps qui rend l'esprit malade, des fois il y a un cercle vicieux. Donc des fois on est obligé d'utiliser plusieurs outils en même temps, sinon ça retombe. Et c'est comme ça que les gens chez nous, ils marchent aux antidépresseurs, mais il n'y a rien derrière, donc forcément ça ne marche pas, quoi. Et nous, après, derrière, on rame parce qu'il faut les sevrer des antidépresseurs si on ne veut pas qu'ils fassent un Alzheimer. Il faut en plus, une fois que ça va mieux, retourner sur le problème qui fait qu'ils ont dû en prendre. Enfin, vous voyez, il ne faut pas être pressé, mais il faut savoir dans quel ordre faire les choses. Et là, on est content d'avoir plusieurs outils, en tout cas. Donc, oui, intervention sur le psychisme. Il y a toute consultation, on parle avec les patients. Mais ce n'est pas comme le coiffeur qui discute simplement pour passer le temps. C'est que tout est orienté par rapport au mieux-être de la personne qu'on a en dessous. Et puis, l'intervention par le mouvement ou la posture ou les exercices. C'est-à-dire qu'on peut prescrire aussi des choses que les gens fassent en termes postural ou en termes de gymnastique, si on peut dire. Ça rejoint les notions d'ergothérapie, de choses comme ça, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème qui ne peut pas être réglé autrement. Comment je pourrais dire, par exemple, je vous donne un exemple, j'avais un patient, l'autre fois c'était un patient, un vétérinaire, qui vient avec des douleurs du dos très fortes à gauche. Donc je le fais déshabiller, je regarde, et le dos à gauche, il était vraiment très musclé, très dur, et les spinaux derrière, et puis à droite, normal. Vous aviez Rambo à gauche et Woody Allen à droite, quoi. Et je lui dis, vous êtes gaucher? Il dit, non, je suis droitier. Je dis, vous avez un problème de départ de muscle? Il dit, non, je crois pas, j'ai jamais eu de... Et je dis, vous faites, je sais pas, un sport, un tennis, un truc déséquilibré? Il dit, non, vous portez un gros sac? Non. Je cherche à comprendre pourquoi il n'avait pas les mêmes muscles des deux côtés. Je lui dis, vous faites quoi de vos journées? Il dit, moi je suis vétérinaire, il dit, je travaille dans les grands élevages, avec les milliers de vaches et tout ça, et je fais de l'insémination artificielle. Et je dis, ça se passe comment l'insémination artificielle? Il dit, on prend la queue de la vache, on met la canule, on prend la queue de la vache, on met la canule, on prend la queue de la vache, on met la canule. En fait, il faisait du bullwork, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, il faisait de la muscu du bras gauche depuis 5 ans tous les jours. Parce qu'une queue de vache, c'est un ressort, quoi. Voilà. Donc, mais il n'avait jamais fait le lien entre ce dysmorphisme-là et son activité. Mais vous allez faire quoi? Du massage? L'acupuncture? La psychothérapie? Non, vas-y, maintenant, change de main, quoi. Oui. Là, on est dans un truc où c'est le mouvement. Il faut compenser. Alors, c'est du lent, mais voilà, il y a des choses qui nécessitent. Et puis après, il y a, par exemple, en Chine, des hôpitaux à ciel ouvert où ils vont traiter des cancers du poumon tous ensemble, ils vont faire des mouvements, etc. Voilà. Parce que le mouvement entraîne l'énergie. Et selon le type de mouvement, ça a des effets d'énergie différents. Vous faites un mouvement comme ça règle la montée-descente, ça joue sur le digestif, etc. Donc, ce qui se passe dehors se répercute dedans. Donc, la danse peut être aussi une thérapie, oui, etc. Et c'est aussi un art. Donc, le mouvement ou le postural peuvent aussi jouer des rôles thérapeutiques. Et puis, dans cette partie-là, le mouvement, en fait, on place le Qigong, on trouve aussi des gens qui utilisent leur énergie pour soigner les autres.
Parce qu'en faisant des pratiques de type Qigong, il y a des gens qui développent des pouvoirs un peu particuliers. Et il y a des gens qui sentent, ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils sentent que tiens, bah, toi, tu as un problème là, tu es malade. Ou bah, tiens, je te mets là, puis je te traite ta brûlure. Mais ça, c'est parce qu'ils jouent sur un champ morphogénétique, enfin, je ne vais pas vous détailler tout le truc, mais c'est l'énergie, effectivement. Et en Chine, vous avez parfois, je ne fais pas l'apologie de la Chine, hein, la Chine d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Mais voilà, historiquement, vous avez de toute façon, l'Académie de médecine impériale, on est en 300 avant Jésus-Christ, il y avait déjà toutes les spécialités qu'on a dans nos hôpitaux. Mais vous aviez aussi, parmi tous les spécialistes, disons, il n'y avait pas par organe. Parce que justement, ils marchent ensemble. Il n'y avait pas non plus d'oncologie ou de psychiatrie parce qu'il n'y a pas beaucoup de fous cancéreux, enfin on pourrait reparler de ça plus tard. Il y a des choses qui marchent ensemble et que c'est juste, il y a une soupape mentale qui lâche ou pas, qui fait que c'est votre corps, vos cellules qui deviennent folles ou c'est vous qui devenez fou. Voilà. Mais ce que je veux dire, donc on ne saucissonne pas les gens, mais il y a quand même des spécialités parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes qui ont des maladies spécifiques, etc. Donc il y a la gériatrie. Donc il y avait déjà des spécialités. On est en 300 avant Jésus-Christ, on retrouve les bases de nos spécialisations. Mais parmi ça, il y avait justement des psychosomaticiens, c'est-à-dire des gens qui allaient dessiner des talismans sur le dos des gens. Où il y avait aussi des gens qui faisaient des passes magnétiques, dirait-on, chez nous, sur les patients, parce que pour eux c'est du chi, ils sentent ça pique et tout, voilà, et puis ça traite le patient, clairement. Donc tout ça, ça fait partie, par exemple, de la médecine chinoise. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà une médecine intégrative en elle-même. Vous voyez? Donc, et ça ne veut pas dire que, et je vous dis, c'est qu'un arbre parmi toute une forêt. Donc il y en a d'autres. Et on peut réapprendre une médecine intégrative de chez nous avec des outils nouveaux, des apports nouveaux. Mais voilà, c'était l'idée de Randa César, c'est-à-dire que c'est juste de dire, mais tout ça, ça existe depuis longtemps, parce que l'humanité, voilà, elle ne vient pas de naître maintenant. Et c'est des choses saines, parce que ça a traversé le temps, c'est bon signe. Si on revient à l'arbre, c'est que la médecine, au sens étymologique du terme, se situe donc au niveau des branches thérapeutiques. Hein ? Donc une thérapie, ça désigne une méthode thérapeutique spécifique. Oui, parce que j'en étais à ne pas confondre médecine et thérapie. Excusez-moi, j'étais un peu barré. La branche n'est pas l'arbre, pour le dire autrement. Le temps de pousse est différent. On peut apprendre une thérapie plus vite qu'on apprend une médecine. Ça va plus vite, forcément, on n'apprend qu'une technique, parfois. Donc, et ce n'est pas une mauvaise chose. On peut être thérapeute de quelque chose. Simplement, par exemple, chez nous, le kinésithérapeute, c'est le médecin qui réfère au kiné. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé être praticien de première intention. Parce qu'il ne sait pas encore qui il est en face de lui. Ni si son outil va être utile à la personne. Donc théoriquement, la vraie fonction du généraliste, c'est d'être chef d'orchestre et de se dire, lui, il a besoin de telle thérapie. Vous voyez la différence entre donc, la branche et l'arbre. Et donc, c'est intéressant d'ailleurs de noter que dans ce qui vous est proposé comme formation, là, vous avez un aperçu à la fois de différents arbres et de différentes branches. Donc, ce qui fait que cet ensemble ne forme pas la même unité que ce qu'on est en train de parler ici en soi. Vous n'apprenez pas une médecine, mais vous avez un aperçu de ce vers quoi vous pouvez avoir envie de faire vos gammes durablement après. De dire, tiens, j'ai envie d'apprendre telle médecine ou j'ai envie d'apprendre telle thérapie parce que je sais les tenants aboutissants, les limites, et puis moi, c'est mon truc. Vous voyez ? Donc c'est bien d'avoir justement vous avez la carte, le menu, qui vous permet ensuite de savoir, parce que le gros problème, c'est que les gens ne connaissent pas au départ. Donc il y a des gens, on en voit, des fois ils se fourvoient, et même en médecine chinoise, ils vont étudier ça un moment, puis après, non, ça ne leur correspond pas, ils font autre chose. Ils ont perdu un peu de temps. Bon, c'est intéressant, certes, mais quand même, si ce n'est pas leur truc, ce n'est pas la peine, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est important, le docteur Leong, premier truc qu'il disait, prenez le temps de choisir votre médecine, puis votre enseignement, puis ensuite, soyez pas pressés, puis, enfin, il donnait toute une série de conseils comme ça, pour dire... tranquille, mais voilà, fais les choses bien, parce qu'après, tu vas apprécier.
Donc là, c'est quelque chose qui vous est offert, je trouve, d'assez précieux finalement, d'avoir un aperçu général qui vous permette ensuite de dire, tiens, j'ai envie de creuser ceci ou cela. Mais ne croyez pas que, je crois qu'il y a par exemple un module sur la médecine chinoise en janvier, ne croyez juste pas que vous allez faire de la médecine chinoise après 2 jours, quoi. Enfin, ou alors, si moi il m'a fallu 30 ans, c'est que je suis un peu con, mais quand même, voilà, vous comprenez bien que c'est pas... Parce que non, je dis ça parce qu'il y a le docteur Léon qui disait, soyez pas pressé d'être un bon praticien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent l'envie d'appliquer rapidement, de rentabiliser, d'exploiter rapidement ce qu'on apprend. Et ça, c'est pas une bonne... voilà, la médecine, c'est une voyine. Hein, c'est quelque chose qui se fait lentement. Donc là, justement, vous prenez le temps de voir tout ce qui est intéressant. D'abord, c'est intéressant parce que même si vous ne le faites pas, vous savez que ça existe et vous savez éventuellement orienter les gens. Puis après, vous savez ce qui vous plaît plus pour aller creuser quelque chose. Mais c'est quand même... Enfin... après, je fais une projection, mais je trouve que c'est un beau métier de soigner les gens, hein, quand même. Oui, il y a une chose qu'il faudra garder aussi en mémoire, c'est qu'on peut être après champion de la théorie. Par exemple, on peut connaître beaucoup de choses intellectuellement, être une pointure qui connaît beaucoup de choses. On peut être champion du tournevis, champion de la clé à molette. Hein. Là, on vise plus vite que tout le monde et mieux que tout le monde, mais ça fait toujours pas de nous un garagiste compétent, capable de traiter toutes les pannes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment artistes, experts dans leur domaine, mais l'expertise dans un domaine ne vous donne pas forcément les compétences de tous les domaines. Donc même quand on est expert d'un domaine, il faut rester humble parce qu'on ne connaît pas tous les domaines. C'est important aussi. Donc, dernier point que j'avais proposé de présenter, c'est que les médecines sont multiples, mais l'art d'être médecin est unique et un. C'est une hypothèse, il faut la développer. Quelle que soit la médecine ou la thérapie ou les thérapies qu'on pratique, dès lors qu'on endosse ce rôle de médicus, au sens étymologique, celui qui prend soin, vous savez, on endosse en même temps une certaine responsabilité. Qui impose également une certaine posture. C'est pas rien de recevoir quelqu'un qui souffre, parce que c'est quelqu'un de fragile. D'accord ? Donc, il faut être prudent sur ce qu'on peut faire. Cette posture, ça a donné lieu dans notre médecine occidentale au serment d'Hippocrate, pour rappeler la dimension morale de la chose. Ce serment pourrait être commun d'ailleurs à toutes les médecines, à toutes les thérapies. Il pourrait ne pas y avoir que les médecins qui prêtent ce serment. Et c'est intéressant parce que ces médecines multiples, on les a rencontrées, nous, on a fait un petit événement en France qu'on appelle les Humani Days l'année dernière, où on a réuni des représentants des différentes ethnomédecines. Donc il y avait médecine tibétaine, il y avait Tsetang qui venait donc du Mensikan, la fac de médecine tibétaine à Dharamsala. Il y avait Shruti, donc médecine ayurvédique. Il y avait Di, médecine amérindienne. Il y avait Pascal, donc druide. Il y avait Clément, il y avait médecine africaine. Il y avait, bon, je parlais pour la médecine chinoise. Il y avait quoi encore ? Il y avait Louis Fouché, donc pour la médecine occidentale, mais j'ai demandé de parler d'Hippocrate, ce qui lui allait mieux que de parler de Pasteur. Enfin voilà, on était un petit groupe comme ça, et on a fait un tour une journée table ronde en disant c'est quoi être médecin pour ces différentes médecines. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs qui vous semblent importantes pour pouvoir pratiquer cet art. Et donc chacun, à tour de rôle, a posé les choses qui lui semblaient importantes. Et on a synthétisé tout ça, des fois c'était redondant, des fois c'était des choses en plus. On a synthétisé et on s'est aperçu que ça faisait un joli, comment je pourrais dire,
ouais, un joli serment d'Hippocrate 2.0, quoi. Hein, parce que c'est quand même ethnomédecine, c'est-à-dire que c'est pas juste une personne d'un système, en plus tout le monde est d'accord là-dessus, tous les arbres sont d'accord là-dessus. Donc, on a fait du coup une petite charte et un manifeste que vous pourrez trouver aussi sur Internet, mais je peux vous le lire une fois si vous voulez, parce que c'est quand même intéressant, puisqu'on est en train de parler de l'art d'être médecin et un, voilà, on s'est rendu compte qu'on était tous d'accord, quoi. Et là, c'est une preuve, ce que je veux dire. C'est pas juste, on l'a vérifié et on l'a créé ensemble. Donc on va retrouver dans cette charte, mais tout ce qui est lié, comment dire, à ce qui était prévu dans l'intervention de ce matin, c'est la règle des 3 E, je ne sais pas qui l'a formulée, mais l'écoute du patient, l'enquête holistique, vous voyez, on est dedans, hein, c'est simplement, je l'ai détaillé un petit peu, l'expérience de terrain. Voilà, écoute du patient, ça c'est déjà présent dedans. Mais ça va au-delà, donc je me permets d'en profiter. Un serment intégratif, si j'ose dire. Vous avez le droit de l'utiliser. Hein. Nous, c'est juste, on l'a posé comme ça, mais c'est pour tout le monde, évidemment. Alors, évidemment, là, c'est marqué un ethnomédecin, parce qu'on a fait ça avec les ethnomédecines anciennes. Mais il faut le prendre au sens le plus large du terme, un médicus, quoi. Hein, quelqu'un qui prend soin. Mais voilà, c'est... Un ethnomédecin, alors là quand même on était, d'ailleurs c'est Louis qui avait évoqué ça au premier, comment dire, ça fait quand même référence à quelqu'un qui n'invente pas un truc de lui-même, mais qui quand même a appris quelque chose qu'il transmet. C'est pas moi tout de suite j'ai inventé mon truc, non, de toute façon tu as le droit d'inventer ton truc, mais c'est parce que tu as appris autre chose avant. On peut créer une nouvelle musique quand on sait déjà jouer la musique, vous voyez, Picasso il a fait du Picasso, mais il peut faire du pas Picasso. Un ethnomédecin est un gardien du savoir. Inscrit dans une filiation qu'il respecte, il a reçu une formation authentique et identifiable. Il pratique son art de manière régulière, enrichissant la transmission reçue avant de la transmettre à son tour, entretenant ainsi une tradition vivante. Un ethnomédecin est un praticien de première intention. Vous voyez ce que ça veut dire, première intention, hein? C'est-à-dire le patient peut venir chez vous en premier. Il n'a pas besoin de venir chez quelqu'un d'autre avant. Vous ne ferez pas de bêtises. Il ne vous claquera pas dans les pattes, ça peut arriver quand même. Mais... Un praticien de première intention connaissant ses capacités et ses limites. Capacités et limites. Il oriente ses patients vers d'autres personnes et compétences lorsque la situation l'exige. Il fait preuve de toutes les qualités humaines qui se doivent de prévaloir sur les qualités techniques de tout soignant. Les qualités humaines doivent prévaloir sur les qualités techniques de toute forme de thérapie. Disponibilité, respect, écoute, bienveillance, dialogue, ouverture, partage du savoir, respect du secret médical, intégrité, sincérité, compassion. Il y a déjà de quoi faire. Hein? Parce que c'est que des mots pour l'instant. Donc prêter serment, c'est facile, mais après, c'est la pratique. Un ethnomédecin connaît ses patients. Ce n'est pas toujours le cas maintenant avec la télémédecine. Hein? Avec qui il prend du temps et qui l'accompagne dans le temps. Donc, quand on le voit, ce n'est pas 5 minutes, et puis il évolue. Donc, vous voyez, le médecin de famille, il connaissait toute la famille en plus. Il conseille et traite chacun d'entre eux de manière adaptée et personnalisée. Donc c'est pareil, je ne file pas la même chose à tout le monde. Au-delà du traitement des symptômes, il vise à régler le déséquilibre qui en est la cause et aide le patient à donner un sens à sa maladie. Il s'adresse à ses patients de manière naturelle et imagée, sans leur imposer de langage technique, exotique ou abscon. Parce qu'il y a des gens, ils vous embarquent dans leur truc. J'ai des patients comme ça, ils ont fait 15 ans de psychanalyse, ils me parlent un langage... En fait, ils ont appris la psychanalyse en 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une thérapie qui a été mise à leur service,
Enfin, c'est très bien, ça leur fait peut-être du bien, ça leur réussit, mais la psychanalyse, c'est très bien, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je prends cet exemple-là parce que je pense à une patiente l'autre fois. Son motif de consultation, j'avais Freud en face, quoi, et je me disais, bah, attends, je ne savais plus de quoi elle souffrait du coup, parce qu'elle était déjà dans l'analyse de sa maladie. Il y a des gens qui arrivent comme ça, ils vous donnent leur diagnostic, ils ne vous donnent pas leurs symptômes, ou ils vous lisent leurs examens, mais ça ne vous dit pas ce qu'ils ont. Donc il faut qu'ils arrivent à vous parler comme si vous aviez 6 ans, et vous, il faut leur expliquer leurs trucs comme si c'était des enfants aussi. Et ça, c'est... Vous savez, quand je pense à des gens comme Hubert Reeves ou des gens comme ça, vous savez, quand les gens connaissent bien un domaine, ils arrivent à le vulgariser, et on se dit, ah ben c'est bien, c'est simple. Il y a des physiciens, la physique c'est compliqué, mais il y a des physiciens, ils expliquent, j'espère, hein, Philippe il est comme ça aussi, qu'on comprend. Alors que sinon on se dit, oh la vache, c'est compliqué. C'est facile de dire aux gens, ah, c'est chinois, c'est compliqué, vous savez, le yin-yang, machin. Non, non, c'est pas compliqué. D'accord? Donc, rendre les gens intelligents. Hein? Mais pour ça, il ne faut pas parler un langage enfumé. Parce que forcément, s'ils n'ont pas étudié tout ce que vous avez étudié, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut le mettre à leur portée. Surtout s'ils ont besoin de comprendre quelque chose et de corriger quelque chose, ils ne pourront pas le faire si ce n'est pas dans leur portée à eux. Un ethnomédecin traite tous ses patients comme de proches parents. On est tous frères, hein, vous savez bien. Vous connaissez ça? Les Sioux. Sans distinction d'origine, d'apparence, d'âge, de sexe, surtout que maintenant on ne sait plus, de richesse, de rang ou de croyance. Ça fait beaucoup aussi. Hein? C'est une question délicate. Hein? Sans distinction d'origine, d'apparence, d'âge, de sexe, de richesse, de rang ou de croyance. On est souvent amené à se comporter différemment en fonction de certains de ces paramètres. Si le mec il vient en hélicoptère, ou tu vois ce que je veux dire, ben non, s'il est constipé, on va voir, mais... Hein. Donc, c'est important de séparer les choses, de croyances. Et puis, c'est important aussi parce que vous pouvez avoir un tueur à gages qui vient en consulte, ou un type qui a fait des choses vraiment... Macron qui vient en consulte, tiens. Bonne question. Qu'est-ce que je fais? Je le soigne. En tout cas, du mieux que je pourrais. Ça dépend pourquoi il vient. Il ne va pas venir pour me demander comment gouverner la France, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a 2 métiers, 2 arts, 2 professions où il y a cette notion de balance, d'équilibre. La médecine et la justice. Moi, je ne suis pas juge. Donc, je suis d'accord d'ailleurs avec qui a dit que diagnostiquer et juger, c'était différent. Voilà. Et je suis d'accord aussi avec le fait que le jugement n'est pas la condamnation. Les deux sont justes. Hein? C'est-à-dire, on est là pour poser un diagnostic, pas pour juger. On n'est pas juge. Mais on a un jugement. Et de toute façon, on n'a pas le pouvoir de condamner ces gens-là. Enfin, on peut les condamner dans notre conscience, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est différent s'il y a une menace. Vous savez, si quelqu'un vient vous voir, par exemple, ça arrive, des patients, tu sens qu'ils vont aller buter quelqu'un, ou tu peux dire, bon, bah, t'appelles quelqu'un en disant, quand même, là, faites quelque chose. Ça, c'est non-assistance à personne en danger, sinon c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, si c'est quelqu'un qui a une vie que vous n'appréciez pas du tout, vous trouvez que c'est un type, il serait mort et ça serait mieux pour tout le monde, imaginons, ben, vous pouvez dire, je ne te soigne pas, je te souhaite de crever. Vous avez le droit. Ça, c'est votre jugement. À vous, que vous pouvez exercer avant même d'avoir posé un diagnostic. Donc, on ne confond pas diagnostic et jugement. Hein. Mais c'est, disons, c'est pas le rôle du médecin que d'empêcher quelqu'un de nuire à la société, à un corps social. Si lui se comporte pathologiquement par rapport à autre chose, c'est pas votre problème à vous. Donc, il faut faire la part des choses. Normalement, le médecin, il ne tient pas compte de ça. Il soigne qui vient lui demander. Par contre, peut-être qu'à travers le soin, on va infléchir quelque chose. Peut-être pas. En tout cas, on aura fait guider sans contraindre, agir sans rien attendre. On aura fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Oui. Question délicate, ça, quand même. Un ethnomédecin cherche toujours à comprendre avant d'agir.
Dans tous ses actes, il respecte le primum non nocere. Il n'utilise jamais ses patients comme sujet d'expérience, surtout sans leur consentement. No comment. Un ethnomédecin ne traite jamais sans avoir posé un diagnostic ou pour certaines ethnothérapies effectué un rituel. Donc ce n'est pas forcément le diagnostic tel qu'on l'entend, mais il y a toujours un rituel préalable nécessaire, conforme à l'ethnomédecine qu'il pratique. Il se contente rarement d'une seule méthode thérapeutique pour faire face aux maladies. En retour, les différentes méthodes qu'il utilise sont issues de la même ethnomédecine. C'est-à-dire que si vous utilisez plusieurs méthodes, il faut maîtriser les interactions qu'elles vont avoir. Et quand elles sont issues des fois de concepts différents, on ne sait pas vraiment ce que ça risque de faire. Et j'ai très souvent ce problème avec des gens, par exemple, à qui je prescris une pharmacopée et qui me disent je prends de l'homéopathie. Moi, j'ai tendance à leur dire écoutez, ne sachant pas vraiment l'interaction, finissez l'un et puis prenez l'autre, comparez, mais personne ne sait que ça aille mieux ou pas, on ne saura pas qu'est-ce qui agit, le mélange, enfin voilà. C'est des voies difficiles quand on a vu le temps, quand on voit le temps qu'il a fallu à ces différentes sciences pour se mettre en place. Si on commence à les mélanger, c'est bien de les faire l'une après l'autre au moins. Même si on est la même personne à les mettre en place, mais peut-être séparément, pas tout en même temps. C'est une idée. Un ethnomédecin ne pratique pas dans un but mercantile. Il n'a pas de lien ni de conflit d'intérêts. Il ne demande pas davantage d'argent sous prétexte d'un soin plus long ou d'un problème plus complexe. Il lui arrive par contre de soigner les plus démunis sans demander de paiement en retour. Un ethnomédecin pratique son art en conscience et avec courage, notamment lorsqu'il s'agit de révéler aux patients des habitudes morbides ou un état de santé préoccupant. Il faut aussi avoir un peu le courage de dire les choses aux gens. Il y a une façon de le dire. À défaut de certitude, il a un devoir de vérité à l'égard de ce qu'il observe et d'honnêteté par rapport à ce qu'il peut faire, sachant qu'il fait toujours au mieux de ses capacités et que la vie recèle une part de mystère. Quoi qu'il en soit, il ne décourage jamais ses patients. Oui, il y a beaucoup de choses dans tout ce qui avait été dit. Dans certains cas, l'ethnomédecin doit avoir le courage de poursuivre son œuvre au sein d'une société qui l'ignore ou le méprise, et de s'élever contre des systèmes qui sont à l'origine des maladies dont ses patients sont victimes. Donc un petit salut à Louis aussi pour ça. Un ethnomédecin est un être relié, un être relais. Sa pratique peut donner à ses actes un pouvoir qui parfois le dépasse. C'est pourquoi il ne s'en glorifie pas. Parce que du coup, c'est pas lui. Ambroise Paré, le médecin panse la plaie, Dieu guérit le malade. Fin de citation. Donc vous voyez, voilà, on a pondu ce truc-là à X personnes, mais voilà, si vous souhaitez le trouver, c'est sur le site d'Humanitrad, humanitrad.org. Donc on va boucler la boucle pour revenir au titre de la conférence, qui est l'art d'être médecin. On a vu que l'art désignait étymologiquement une façon d'être, qui fait normalement, on a dit, du médecin un homme de l'art. Donc, cette charte, elle, à mon avis, enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un cadeau si vous le souhaitez, parce que qui le souhaite peut le mettre dans un cabinet, mais ça vous implique, vous, par contre, il faut en être conscient. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire, dis donc, t'as vu, toi, comment tu me parles, t'as vu ce qui est marqué là? Donc, mais ça veut dire que cette façon d'être, puisque là, la charte, c'est la façon d'être, d'accord? Le serment, c'est la façon d'être médecin, l'art d'être médecin. On s'aperçoit que cet art, il est commun à toutes les grandes médecines du monde. Donc c'est quand même une belle nouvelle. Et donc, c'est commun aux pratiques médicales les plus diverses. Ça peut être commun, quelle que soit la méthode thérapeutique qu'on pratique, on peut la pratiquer dans cet esprit commun qui fait que vous êtes un homme ou une femme médecine. À condition, bien sûr, de mettre le serment en pratique. Parce qu'un serment, ça se trahit. Mais ceci, c'est une autre histoire. Voilà.